Merci Xavier. Écoutez, je suis très surpris que mon papier ait été sélectionné. Je vous remercie. C'est un article biomédical mais qui est centré sur le patient. Je voudrais remercier d'abord Juliette Pinault, qui est co-auteure, qui est enceinte et qui va accoucher de 2 petits jumeaux très incessamment sous peu, et Aline Ramon, qui est responsable de la rubrique soins et qui a été une rédactrice attentive et qui a fait un travail d'édition remarquable. Et puis, je voudrais remercier toute l'équipe d'Exercer, Xavier, Hélène, Jean-Pierre et les autres. Voilà, donc il s'agissait plutôt d'une revue narrative de la littérature, incluant les recommandations françaises, avec une sélection des publications jugées pertinentes, actualisées régulièrement avec les mots-clés que vous avez là. Alors les revues narratives, c'est moins huppé que les revues systématiques de la littérature, mais on peut dire que le New England fonctionne comme ça également. Donc on peut se dire aussi qu'Exercer se met au niveau du New England. Alors la première question, c'était quelles données pour guider les pratiques vaccinales dans le colloque singulier médecin-patient pour la décision partagée. Eh bien voilà, apporter des données scientifiques qui permettent au médecin de peser la balance bénéfice-risque avec son patient et le mettre en confiance pour l'informer. C'est ça que j'ai voulu faire avec Juliette Pinault. Alors, je vais vous donner une série de messages. Le message 1 pour répondre à cette question, c'est la rougeole, une contagiosité élevée, un fardeau élevé, avec des petites notions. C'est contagieux 5 jours avant, 5 jours après le début du rage. Les personnes exposées non immunisées ont 90% de contracter la maladie, avec un nombre de reproductions, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées par un cas index variant de 15 à 20, ça peut être 12 à 18 dans d'autres publications. Toujours est-il qu'il faut une couverture vaccinale supérieure à 95% pour éviter une épidémie, et ça, vous le savez tous. Alors, les risques de la maladie sont très élevés chez les nourrissons et chez les adultes non vaccinés, et le fardeau est principalement représenté par les pneumonies rougeoleuses, dont les pneumonies à cellules géantes qu'on trouve chez les immunodéprimés, et qui sont responsables des décès principalement. Donc, environ 1 à 8% de rougeole sont des pneumonies. Le message 2, c'est que la balance bénéfice-risque de la vaccination est très favorable, avec des études d'effectiveness. Effectivement, il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé. Le vaccin rougeole est un des vaccins les plus efficaces. C'est un vaccin vivant, atténué. La réponse immune est optimale à 12 mois et pas à 9 mois et pas à 16 mois pour la première dose. C'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas rater les moments importants du calendrier. Et on a une persistance des anticorps plus de 15 ans. Le principal effet indésirable, c'est la fièvre qui survient de façon différée 7 à 12 jours après la vaccination dans 15% des cas. Le message 3, c'est savoir identifier les patients éligibles et ne pas manquer les opportunités. Bien sûr, vous connaissez bien le schéma vaccinal pour les nourrissons, puisque la vaccination est obligatoire. Mais je répète que pour les adultes nés après 1980, 2 doses, c'est le standard, et quels que soient les antécédents de rougeole, oreillon ou rubéole. Et ça, c'est une notion qui n'est pas bien connue. Si on a fait la rubéole, il faut refaire un ROR. Si on a fait les oreillons, il faut refaire un ROR. Voilà. Pour les adultes nés avant 1980, eh bien, il y a 2 situations où on peut vacciner. C'est les voyageurs en zone d'endémie, 1 dose, et pour les professionnels de santé qui n'ont pas eu la rougeole ou qui ont des antécédents douteux de rougeole, 1 dose de ROR. C'est pas dangereux, même si on l'a eu, la rougeole. C'est pas dangereux de faire le vaccin sans contrôle sérologique. En pratique, il existe 2 vaccins qui sont gratuits jusqu'à l'âge de 17 ans si vous mettez sur l'ordonnance
la mention « vaccin ROR gratuit » sur le... Voilà. Les contre-indications, bien sûr, les contre-indications, c'est les déficits immunitaires, puisque c'est un vaccin vivant, et la grossesse. Et il ne faut pas rater les opportunités, puisque les épisodes fébriles courants ne sont pas une contre-indication. Le message numéro 4, c'est voilà, la couverture vaccinale, 2 doses, c'est le standard of care. Hein. L'objectif en Europe, c'est l'éradication, c'est une des zones OMS où on vise l'éradication, qui a été au départ prévue pour 2010, qui a été reculée à 2020, et il y a certains pays, comme en Amérique, aux USA et en Amérique du Sud, où la rougeole était éliminée, et on voit qu'actuellement, cette maladie réapparaît par importation. Donc je répète que la couverture vaccinale, 95%, est nécessaire à l'éradication. Alors, il y a eu un impact de l'obligation sur les couvertures vaccinales chez les nourrissons, mais il persiste quand même chez les adultes jeunes des susceptibles, près d'1 million de personnes dans une étude de séroprévalence en 2013. Vous voyez sur le schéma à droite, sur la carte à droite, que la France est un des pays où la couverture vaccinale est la plus faible, et surtout dans le sud de la France, où on a une couverture vaccinale chez le nourrisson à 2 doses de moins de 60%. On est loin des 95%. C'est pour ça qu'on est dans une situation aujourd'hui préoccupante en Europe, avec plus de cas en France, de 2675 cas l'an dernier, enfin cette année, hein, avec une série d'épidémies. La plus importante était en 2010-2011, mais on en a eu une en 2018 et à nouveau en 2019. Alors que le vaccin a permis d'éviter plus de 21 millions de décès dans le monde entre 2000 et 2017, en France, entre 2008 et septembre 2019, on a eu près de 30 000 cas, avec 1500 cas de pneumonie grave, 43 cas de complications neurologiques et 17 décès. La deuxième question, c'était quelles données pour la prise en charge d'éventuels cas groupés ou isolés? Alors, le message numéro 1 pour cette question, c'est que le diagnostic est avant tout clinique, avec une définition de cas qui est celle de Santé publique France, que vous avez là, qui diffère un petit peu de celle de l'OMS, où c'est les 3 C avec la toux. Hein. Donc, je répète que le signe de Koplik, c'est des petites grains de sel sur la muqueuse jugale qui sont présents dans 70% des cas, 2 jours avant et 2 jours après l'éruption. Le rash, le diagnostic différentiel, c'est les autres viroses éruptives. Et cette définition de cas a une valeur prédictive positive qui est très faible hors épidémique, mais qui est très forte en pleine période d'épidémie. Le message numéro 2, c'est de ne pas confirmer systématiquement les rougeoles qu'on voit. Il y a les bonnes indications, c'est les formes graves, les personnes à risque de rougeole grave et leur entourage, les personnes vaccinées, parce que les vaccinés peuvent faire la rougeole, et le retour de voyage. Comment documenter? Par la sérologie, en sachant qu'une sérologie réalisée dans les 3 premiers jours et après l'apparition du rash et qui est négative n'exclut pas le diagnostic. Alors, on dispose de kits de prélèvement salivaire qui permettent de faire une PCR sur le liquide salivaire et le dosage des anticorps. C'est envoyé par l'ARS sur demande et on le fait en priorité pour les nourrissons et les personnes éloignées de laboratoires de biologie. Bien sûr, je répète, la rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Si ce n'est pas fait au laboratoire, devant une suspicion de rougeole clinique, il faut déclarer et appeler l'ARS. Alors, c'est le message, hein, en présence
certains d'entre vous vont être amenés à avoir vu la période épidémique des cas de rougeole. Donc, en présence d'un ou plusieurs cas, isoler les patients avec les mesures barrières. Et je répète que le virus peut rester 2 heures sous forme gouttelette dans une pièce. Donc l'isolement gouttelette, c'est-à-dire lavage des mains, nettoyage des poignées de porte est important, l'isolement aérosol aussi. Signaler à l'ARS le cas clinique par tout moyen approprié, hein, et puis ensuite on fera la déclaration. Identifier les contacts, dont j'ai donné la définition. Et puis, rapidement, vacciner dans les 72 heures, dès l'âge de 6 mois, et puis ensuite, on fera 2 doses. Hein. Donc, pour les adultes sans antécédent de rougeole, 1 dose, et pour les professionnels de santé au contact d'une rougeole, qui n'ont pas d'antécédent de rougeole ou qui n'ont pas été vaccinés, 2 doses cette fois-ci, eh bien, 1 dose. Hein. Voilà. Donc, si on a eu un professionnel de santé, on a été vacciné 1 dose, et qu'on voit un cas de rougeole, il faut refaire 1 dose. Le message 4, c'est en présence d'un ou plusieurs cas, adresser les contacts fragiles, hein, c'est-à-dire les moins de 6 mois dont la mère n'a pas été vaccinée et sans antécédent de rougeole, ou les sujets ayant une contre-indication à la vaccination, grossesse, immunodépression. Voilà, avant le 6e jour pour recevoir des immunoglobulines IV en courte hospitalisation. Voilà, je vous ai donné les messages essentiels. Vous les retrouverez dans l'article, dans la revue Exercer. Et si vous voulez aller plus loin, il y a eu une autre revue de la narrative de la littérature qui a été publiée dans le New England en juillet 2019. Merci de votre attention. C'est une question fermée, hein, j'en suis désolé. Est-ce que tu penses que M. Wakefield, qui en 1988, si je me souviens bien, a publié un article qui établissait d'après lui un lien entre la vaccination RER et l'autisme, et qui a été ensuite rétracté, mais qui est donc responsable d'un certain nombre de décès par défaut de vaccination, devrait être jugé devant la justice civile? Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question-là. En tout cas, sur le plan scientifique, encore cette année, il y a eu plusieurs travaux qui ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre vaccin rougeole et autisme. Et M. Wakefield fait partie d'une ligne très forte anti-vaccin. Il vit aux États-Unis. Effectivement, je pense qu'il doit avoir des soucis sur le plan judiciaire. Il faut souligner ça. Moi, j'ai fait partie au Conseil de la santé publique j'ai fait partie de l'équipe sur la recommandation. Je vous avoue franchement que on est très tatillon en France, on est très compliqué. Aux États-Unis, ils ne se posent pas Alors, effectivement, l'introduction du vaccin a été 1983. Enfin, on a été un peu tardif. C'est pour ça, c'est le 1980, avant ou pas 1980, c'est lié à l'introduction du vaccin et au fait que ceux qui sont nés avant 1980 ont une probabilité d'avoir eu la rougeole plus importante que ceux qui sont nés après. Mais bon, 1980, c'est une date... En fait, en France, les recommandations sont assez compliquées. Les Américains ne se posent pas de questions. C'est 2 doses pour la rougeole, et voire même 3 doses, parce que je ne vous ai pas parlé des oreillons, mais le vaccin dans l'Aurore, la valence oreillon ne marche pas très bien. Et pour être protégé contre les oreillons, il faut, en pleine épidémie, être vacciné à 3 doses. Donc voilà, c'est un message important. C'est 2 doses, c'est le standard of care. J'ai une question pour la question du monsieur. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage, du coup, de se faire vacciner avant de voir un cas ? C'est pas dangereux, ce serait plus sage, mais enfin en période d'épidémie, c'est préférable, oui. Et ça sera remboursé et promis, après on laisse la place aux questions du public? C'est gratuit jusqu'à 17 ans, mais après... je crois qu'Yves Montariol a un peu plus de 17 ans. Je ne crois pas que ce soit remboursé.
Anne-Laure Navarrete-Hens, Poitiers. Je voudrais savoir s'il existe à ta connaissance des outils d'aide à la décision pour une décision médicale partagée avec le patient que le médecin généraliste pourrait utiliser en consultation. Style Factbox avec les petits pictogrammes pour montrer avec vaccination, sans vaccination. Tout à fait. Alors j'interviens tout à l'heure à la revue, la session vaccination et comment améliorer la couverture vaccinale et on présentera ces outils. Tout à fait. Il existe. Santé publique France a beaucoup travaillé là-dessus. Bonjour à tous. Moi j'avais une question. Donc, vous dites qu'il faut vacciner dans les 72 heures les gens qui ont été exposés. Mais du coup, c'est pas toujours évident de faire le diagnostic parce que des fois, on a plein d'enfants avec des éruptions maculo-papuleuses. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est la rougeole ou pas. Et du coup, vous dites qu'il faut faire la prise de sang 3 jours après l'éruption. Donc, du coup, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. Alors, on peut, en dehors des nourrissons de 6 mois, 11 mois révolus, on peut dépasser les 72 heures. Pour les nourrissons de 6 mois à 11 mois révolus, il faut faire des immunoglobulines. S'ils ont été exposés à un cas, il faut faire des immunoglobulines. Si on a dépassé les 72 heures. Pour les autres, on peut dépasser les 72 heures. J'avais une question également. Vous disiez que les anticorps duraient 15 ans. On est quand même vacciné à vie, enfin protégé à vie avec ces 2 doses de vaccin à 18 mois, avec les anticorps qui durent 15 ans. Voilà, c'est les contradictions de la science. Je répète qu'il n'y a pas de corrélat de protection avec les anticorps. Voilà, l'expérience est clinique. Voilà. Donc, après, effectivement, c'est le problème de l'écologie en matière de vaccination. On vaccine toute une population, il n'y a plus de circulation de cas. Il n'y a pas de réactivation du système immunitaire et effectivement peut-être que on peut revoir réapparaître des rougeoles plus tard. Ça a été le problème pour la varicelle qui a fait qu'on n'a pas recommandé le vaccin varicelle. C'est à cause de la couverture vaccinale qui était prévisiblement insuffisante. Oui, bonjour. Ouais. Anne Plessis d'Angers. On s'est posé la question, en fait, très bêtement, si on envoie un au cabinet, l'histoire des 2 heures, qu'est-ce qu'on fait après? En fait, on ferme le cabinet 2 heures, on évacue la salle d'attente, Enfin, je ne sais pas s'il y en a en pratique qui ont déjà vécu ça. Ouais, on a des masques, on a tout. Mais... Solution hydroalcoolique un peu partout, on nettoie, on isole le patient, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est le système D. Hein. Je crois qu'il faut isoler le patient. Ouais. Mais on ferme. Je ne sais pas, l'histoire des gouttelettes 2 heures qui persistent. Alors, l'étude sur les... C'est une très belle étude. Ça a été fait en milieu hospitalier dans une chambre de patients, dans les chambres de patients ayant une rougeole grave. Voilà, donc qui a séjourné longtemps, qui a dormi, etc. Donc, en cabinet, c'est un patient qui arrive, qui a le temps d'attente dans la salle d'attente. Il faut voir, il faut mesurer, mais ce n'est pas à 2 heures... C'est le système D. Hein. Mais faut avoir cette notion que c'est un virus qui reste vivant, contagieux, 2 heures sur une paillasse ou sur une table. Voilà. Il faut avoir cette notion-là. Donc nous, on a eu l'expérience au cabinet où j'exerce. On est 5 médecins. On a eu un cas de rougeole l'année dernière. Donc on a appelé l'ARS, bien sûr. Et donc on n'a pas fermé le cabinet, mais on a fermé la salle d'attente, par contre. Et on a recontacté l'ensemble des patients qui étaient passés au cabinet dans la journée pour vérifier le statut vaccinal, etc. C'était un sacré bins. Ouais, bravo, effectivement. Bonjour, Louise Debargue de Paris. Moi, j'avais une question. Si les patients sont vaccinés une première fois et quand on voit dans le carnet de santé marqué allergie probable au vaccin, est-ce qu'on peut faire des tests pour essayer de vérifier cette allergie pour faire la 2e dose? Parce qu'on ne sait jamais qui a écrit cette phrase dans le carnet de santé et quelle attitude on doit avoir. Ce que j'ai dit, c'est c'est le niveau de certitude, en fait. Hein. C'est une réaction anaphylactique grave à la première vaccination qui est une contre-indication.
Absolument. Donc il faut le documenter, ça. Voilà. Si ce n'est pas documenté, effectivement, il vaut mieux faire la deuxième dose en milieu hospitalier et adresser le patient.